Diop, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ibrahima Fall, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes administrateur civil, breveté de l'École nationale d'administration ENA et depuis janvier 2014, directeur des financements et des partenariats publics-privés au ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. Que recoupe d'abord la notion de partenariat public-privé? Alors, c'est une notion, c'est un concept à la mode qui recoupe parfois une réalité bien différente de celle à laquelle on l'assimile, généralement au Sénégal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des contrats d'abord. C'est des contrats. Il ne suffit pas seulement qu'on ait une relation de partenariat entre un opérateur privé et l'État pour qu'on le qualifie de partenariat public-privé. Donc, à la base, il y a un contrat. À la base, ce contrat, il est adossé à une mission de service public ou à une mission d'intérêt général. Donc, et la Même plupart... s'il s'agit d'une entreprise privée. Non, je veux dire, le partenariat public-privé, il est toujours noué entre une entreprise privée et une autorité contractante publique. Un ministère, une agence, une société anonyme, etc. Mais dans tous les cas, il faut une partie privée, une partie publique, pour que ça puisse être qualifié de partenariat public-privé. Mais après cela, il faut quand même que cela soit adossé à un contrat. Et ce contrat lui-même, comme j'ai dit, il est adossé à des missions de service public. Donc, c'est assez différent de ce qu'on assimile souvent au partenariat public-privé. Parfois, il y a des activités qui touchent plus au mécénat, à la fondation d'entreprises qui sont qualifiées de partenariat public-privé et qui ne le sont pas. Alors, voilà. Un forum se tient demain à Dakar sur le mode de financement des PPPE, des projets du PSE. Qu'attendez-vous justement de ce forum? Alors, ce que nous attendons de ce forum, M. Kane, c'est vraiment déjà de pouvoir bien communiquer sur les projets du portefeuille PPP. Parce que comme vous le savez, à côté des modes de financement classiques du plan Sénégal émergent, le gouvernement, pour la première fois de l'histoire institutionnelle du Sénégal, a choisi l'année dernière, lors du groupe consultatif, a choisi donc d'ouvrir une fenêtre sur les modes de financement PPP. Et actuellement, nous avons dans le portefeuille de projets prioritaires du plan Sénégal émergent une vingtaine de projets qui devraient être réalisés sous la forme de partenariat public-privé pour un coût estimatif minimum de 1111 milliards, donc qui contribue à près de 30% à la résorption du gap de financement du plan Sénégal émergent. Donc c'est important et l'enjeu vraiment c'est donc de montrer ces projets-là, de les présenter à des investisseurs, mais de les présenter pas seulement à des investisseurs, mais à des opérateurs privés, sénégalais et étrangers, de façon à susciter auprès de ces gens-là un intérêt à concourir à la réalisation de ces projets, soit sous la forme d'appels d'offres, parce qu'on va lancer des appels d'offres dans les mois à venir, soit sous la forme de propositions spontanées, parce que notre cadre juridique désormais a aménagé des espaces pour pouvoir donner suite à ce type de partenariat. Justement, voilà. Une vingtaine de projets du PSE qui tournent autour de quoi essentiellement? Alors, c'est des projets d'infrastructure. Vous voulez parler des secteurs? Oui. Voilà, c'est d'abord des projets d'infrastructure, des projets de chemin de fer, par exemple le projet de chemin de fer Dakar-Bamako, où il faut réhabiliter, reconstruire un peu la voie. C'est des projets dans les secteurs qui, avant, n'avaient pas tellement accès à l'outil PPP. Désormais, c'est comme les projets du secteur de la santé, les projets du secteur de l'éducation. Nous avons dans ce portefeuille de projets PPP des projets, par exemple, de construction d'hôpital, l'hôpital Aristide Le Dantec. Dans le secteur de la santé, de l'enseignement, je veux dire, supérieur, nous avons des projets de construction de réseaux d'enseignement supérieur professionnel, ce qu'on appelle les ISEP. C'est donc des secteurs divers, des secteurs variés. Nous avons des projets dans le secteur hydraulique, avec un projet, par exemple, de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer pour 50 000 m3. Voilà, c'est vraiment la palette, elle est très variée, elle est très large. Et cette fois-ci, nous avons voulu quand même permettre à ces secteurs-là qui auparavant n'avaient pas tellement accès à l'outil de pouvoir faire aussi des PPP avec autant de succès que le secteur des infrastructures au Sénégal. J'insiste sur le ferroviaire. Vous avez parlé de la réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako, mais il n'y a pas que cela. Il me semble que le train allait jusqu'à Saint-Louis, on allait à Kaolack, à Kaffrine, à Tambacounda, bien sûr. Dakar-Bamako, ça règle le problème. Est-ce que les autres destinations, entre guillemets, sont concernées? Alors, ce sont des choix à faire. Ce sont des choix à faire un PPP, parce que
rien que le projet de chemin de fer Dakar-Bamako, il est évalué à plus de 700 milliards. Hein. Donc, c'est des choix à faire. Je vous dis, même en termes d'options, aujourd'hui, il n'est pas peut-être très indiqué de tout faire en PPP non plus. Donc, il y a des projets qui peuvent être à financement public ou à financement, adossés à des financements par les bailleurs. Mais dans tous les cas, l'essentiel était déjà de démarrer avec ce portefeuille de projets-là, le temps de trouver des accords avec des partenaires pour réaliser ce qui reste à faire dans ce secteur. Vous avez eu à travailler avec d'autres sur la réforme du cadre juridique et institutionnel des PPP. Quels étaient les goulots d'étranglement? Sont-ils levés aujourd'hui? Oui. Alors, le premier goulot d'étranglement, c'était le mode de traitement de l'offre spontanée. L'offre spontanée, c'est une initiative spontanée d'un opérateur privé qui a une idée de réalisation d'un projet et qui vient soumettre cette idée au gouvernement. Dans l'ancien texte que nous avions, l'ancienne loi CET, il y avait un mode de traitement qui était très contraignant. Ce mode de traitement, il demandait d'abord à l'opérateur privé de confier ses études à l'autorité contractante qui devait les communiquer assez. Oui. C'est-à-dire, quand il fait une offre spontanée, il communique les études préalables qu'il a réalisées à ses concurrents. CET pour le commun des mortels, construire, exploiter, transférer. BOT, en anglais, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Exactement. Donc, l'idée, c'était, d'abord, le principe, c'était l'appel d'offres. Il fallait impérativement passer par une formule d'appel d'offres. Ensuite, la deuxième contrainte, c'était qu'il fallait communiquer les études, toutes les études, à ses concurrents. Et il n'y avait pas du tout, disons, un traitement préférentiel pour cet opérateur quand même qui a eu le mérite de présenter ce projet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre loi, le principe demeure l'appel d'offres pour les offres spontanées, mais il y a des conditions qui, si elles sont réunies, peuvent permettre à un opérateur privé de négocier directement la conduite d'un projet PPP après avoir franchi un certain nombre d'étapes de vérification des avis préalables à donner par des structures. Et aujourd'hui, les études sont toujours remises à l'autorité contractante, mais au moins le partenaire privé, il a la possibilité de dire ces données-là sont des données à caractère confidentiel. Il n'est pas question qu'on les communique à mes candidats. Parce que ce qu'on a constaté... À mes concurrents. À mes concurrents. Ce qu'on a constaté, c'est que 10 ans après la mise en application de cette loi CET, nous avons été incapables de faire un seul projet PPP sur la base de l'offre spontanée. Justement, le secteur privé national saisit à chaque fois l'occasion pour soutenir que l'entreprise sénégalaise est faiblement impliquée dans les marchés publics. Quelle place lui accordez-vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum? Alors, cette place-là, elle est très grande. Déjà à l'occasion du forum, mais déjà dans le cadre de la réforme qu'on a initiée en 2014, désormais, pour quand on est titulaire d'un contrat de partenariat au Sénégal, lorsqu'on est un opérateur étranger, on a impérativement l'obligation de réserver 20% au moins de part de capital aux opérateurs économiques nationaux. 20%. Donc ça, c'est une obligation qui est posée par la loi. En sus de cette obligation, aujourd'hui, les partenaires étrangers ont intérêt à s'allier avec le secteur privé national parce que lorsque ces partenaires constituent des groupements candidats pour soumettre des dossiers d'appel d'offres dans le cadre des appels d'offres qu'on va lancer, ces partenaires bénéficient d'une marge de préférence, c'est-à-dire donc d'une sorte de bonus par rapport aux candidats étrangers qui n'auraient pas dans leur groupement des opérateurs ressortissants de la zone UEMOA. Maintenant, si vous prenez les opérateurs privés eux-mêmes ressortissants de la zone UEMOA, lorsqu'ils soumettent un dossier d'appel d'offres, lorsqu'ils soumettent une offre, ils bénéficient d'un traitement préférentiel qui peut aller jusqu'à 22% de marge de préférence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un opérateur privé peut avoir 22 points de plus qu'un candidat qui est en dehors de la zone UEMOA. Voilà. En même temps que vous prenez le PSE comme référentiel, certains économistes le considèrent comme un ramassis de slogans. L'économiste El Hadji Ibrahima Sall estime que l'émergence du Sénégal en 2035 n'est pas raisonnable. Il l'a dit chez nos confrères de Walfadjri. Que répondez-vous? Je réponds que c'est réalisable et que nous y travaillons. Bon, je pense que ça, c'est peut-être un débat d'économistes sur lequel nous n'allons pas nous prononcer, mais nous maintenons le cap pour arriver à l'émergence en 2035 pour traduire la vision du chef de l'État d'un Sénégal émergent à cet horizon-là. En même temps, ce n'est pas inédit. On remarque que partout en Afrique, on parle de PSE, comme à l'époque, on parlait de programme d'ajustement structurel. Est-ce que ce n'est pas imposé de l'extérieur, d'une manière beaucoup plus soft peut-être? Je n'ai pas l'impression, d'autant que, si vous l'avez bien constaté,
Ces plans d'émergence, la plupart du temps, ne s'adossent pas à des formes de financement classiques, comme vous avez vu le voir. Vraiment, c'est des plans de financement qui vont s'ouvrir davantage à des formes de financement innovants, à des partenariats publics-privés. Donc, si ça venait de, je ne sais pas, d'un certain diktat, moi, ça m'étonnerait, parce que on a une variété de sources de financement désormais à travers ces plans-là, et je n'ai pas l'impression que ça nous a été imposé. Justement, le concept de PPPE permet-il de contourner les risques de surendettement? Oui, il permet de contourner parce qu'aujourd'hui, dans notre législation, nous avons les garde-fous qu'il faut pour gérer ces situations de surendettement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un contrat de partenariat au titre de cette loi-là, de cette nouvelle loi, sans un avis du ministère des Finances sur la soutenabilité budgétaire, des engagements à long terme qui sont attendus de l'État. Donc, au titre de ces contrats. Ce n'est plus possible. Donc, cela suppose des analyses économiques de la part du ministère des Finances. Et je pense que ces analyses-là vont nous prémunir de cette situation de surendettement que tout le monde craint. Ibrahima Fall, vous avez eu à travailler comme chef de la division des études et de la programmation à l'ex-direction des financements et des PPP, du ministère chargé des infrastructures de l'énergie sous Karim Wade. Alors, aujourd'hui que le plan TACAL soit mis de côté par l'actuel pouvoir, cela vous dérange un peu? Non, cela ne me dérange pas, c'est des options de C'était un bon plan, non? Ou bien non, c'était un plan avec ses faiblesses et ses atouts. C'est clair, c'était un plan avec ses faiblesses et ses atouts. Est-ce que vous sentez les autorités actuelles prendre en charge les atouts du plan TACAL? Oui, les atouts. Comme quoi, par exemple? Enfin, je ne peux pas vous dire concrètement, parce que c'est un secteur également que nous suivons d'assez loin. Le secteur de l'énergie étant exclu du champ d'application de cette loi PPP-là, que nous essayons de promouvoir. Mais dans tous les cas, je sais que les acquis, on les prend toujours à son compte. Et puis après, les faiblesses, on essaie de les surmonter. Le plan TACAL était-il un bon ou un mauvais plan? C'était un plan, comme j'ai dit, avec ses faiblesses. Perfectible. Perfectible, voilà. Mais il n'était pas mauvais. Il était peut-être pas 100% mauvais, oui. Vous êtes membre aussi de la Team of Specialists on Public-Private Partnership. C'est en anglais, de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Corruption, tolérance zéro. N'est-ce pas une utopie dans un pays comme le Sénégal? Alors, c'est peut-être une utopie si nous raisonnons, je veux dire, en fonction du cadre actuel. Zéro tolérance, ce n'est pas une utopie. Zéro corruption, c'est peut-être pas, c'est effectivement ça peut être une utopie. Mais zéro tolérance, ça veut dire lorsque l'on constate qu'il y a des faits de corruption, on les sanctionne et on les sanctionne rigoureusement. Donc c'est un peu ça l'esprit de cette démarche-là de zéro tolérance. Mais la corruption, elle est consanguine à l'histoire, je pense, à mon avis. Surtout dans une société sénégalaise très corruptogène, non? Pas seulement sénégalaise, pas seulement sénégalaise. Je veux dire, c'est peut-être l'une des choses du monde la mieux partagée, mais les États vont se distinguer dans les moyens, dans les outils qu'ils mettent en œuvre pour sanctionner lorsque ces cas de corruption adviennent. Très bien. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Merci Ibrahima Fall. Je rappelle que vous êtes le directeur des financements et des partenariats publics-privés au ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. Demain, justement, se tient à Dakar un forum sur ce sujet. Si vous êtes intéressé, c'est où déjà? C'est au KICFAD, c'est sur 3 journées. Très bien. Du 5 au 7 mai. Voilà. Merci Ibrahima Fall. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir encore. Chérif Diop, c'est à toi. Bonsoir. Demain mardi, rendez-vous avec Antoine Diouf. Je vous retrouve mercredi avec un autre invité, Inch'Allah.